Attends, en fait, tu m'as toujours pas dit si tu venais me voir ce soir au Comedy Club. Tu sais, pour ma première représentation. Putain, c'est vrai, c'est ce soir. Oh non, mais allez, viens, s'il te plaît, ça va être grave drôle. Mais tu sais très bien que je peux pas blairer les stand-up. Non, mais vas-y, en plus ça dure pas longtemps. Non mais n'insiste pas, sérieux. Oh, mais je te promets que... Bon, écoute-moi bien. Il est absolument hors de question que je foute les pieds dans ton putain de Comedy Club de... Ah bah dis donc les femmes, ce serait pas un peu des cochonnes? Ah le con! Oh, dis donc, Kiki, ça se fait pas de dire des trucs comme ça. Ouais, c'est pas mal. La ventriloquie, tout le monde connaît. C'est mignon, c'est rigolo, ça plaît aux petits et aux grands, mais imaginez un instant un ventriloque pour adultes. Genre il dirait des gros mots et tout. C'est un contre-pied assez contenu et pourtant très efficace. Il n'y a qu'à regarder le célèbre spectacle de Jeff Dunham avec Ahmed, le terroriste mort. Et en France, on a Jeff Panaclock et sa marionnette Jean-Marc, singe irrévérencieux et vulgaire, connu pour ses clashs et autres insultes de gens célèbres. C'est donc tout à fait logique de sortir un film sur les aventures de Jeff et Jean-Marc, capitalisant ainsi sur 10 ans de carrière. Une grosse daube, spoiler alert, sortie le 20 décembre 2023 pour un Noël en famille tout à fait médiocre. Et réalisé par... Jeff. Aïe 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 aïe. On fait la connaissance de Jeff Panaclock, interprété par Damien Colcana, plus connu sous le nom de Jeff Panaclock, en plein préparatif de mariage chez sa belle famille pétée de thunes. Son beau Papoons, bien qu'il désapprouve ce mariage, lui file une alliance à 100 000 € et lui prête sa voiture fétiche pour qu'il puisse aller faire un aller-retour en Auvergne. Bon, le film ne nous dit pas pourquoi, mais il doit aller en Auvergne avec la bague et la voiture du daron, comme si Jeff était venu à pied au château. Avant de se mettre en route, il fait un dernier au revoir à sa future femme chérie dans un manque de complicité totale. Et ça ne fait même pas 5 minutes que le film a commencé qu'on comprend qu'ils ne finiront jamais ensemble. Les deux personnages sont diamétralement opposés. L'une est dans le paraître et la constante humiliation de son futur mari, et l'autre se fait marcher dessus, balance des références geek hyper évidentes. Moi, je prends la rouge, on dirait celle de Tony Stark. De qui? Et on ne comprend pas du tout pourquoi ils sont censés s'aimer, parce que les deux doivent se marier à la fin de la semaine, et pourtant il n'y a aucune alchimie. Mais enfin, dis donc, Pive, c'est ce que veut nous dire le film. Oui, j'ai compris, mais au-delà de ça, la relation n'est pas crédible. Il n'y a aucun élément qui nous aide à comprendre comment ils ont fini ensemble. On dirait juste deux inconnus qui se marient parce que c'est écrit dans le script. À titre de comparaison, dans Fatal, on comprend rapidement que la relation avec Athéna est superficielle et n'est pas faite pour durer. Mais les caractères des deux personnages à ce moment-là du film sont complémentaires et rendent la relation vraisemblable. Fatal est un rappeur célèbre, bling bling, et Athéna, une michto. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier? C'est une salope! Oh la chance! On sait que ça va merder, mais ça reste crédible. Là, entre Anne-Sophie et Jeff, ça ne marche pas avant même d'avoir commencé. Donc le spectateur n'a aucune empathie ni pour l'un, ni pour l'autre. Bref, pas très loin d'ici, dans une base secrète du gouvernement, les militaires fans de la Casa des Papel transportent un caisson jusqu'au colonel Moot. Et qu'est-ce qu'il y a dans le caisson? Jean-Marc! Salut les troniques! Jean-Marc est donc dans ce film un personnage à part entière, à l'instar de Ted, c'est une peluche qui a pris vie. Sauf que Jean-Marc a pour personnalité d'être incroyablement chiant et bruyant. C'est bon là, j'en peux plus de vos picousses dans le fion! Il subtilise très discrètement aux yeux de tous la carte d'accès de la base secrète du colonel. Mais attends, mais il vient de voler la carte, là. Non, c'est de la suspension d'incrédulité, t'inquiète. Jean-Marc se fait enfermer dans une cage sécurisée par un code secret qu'il va réussir à déchiffrer en regardant très subtilement à travers le reflet des lunettes du garde. Mais il a regardé le code, là. Bon, tu me fatigues, Gérard. Eh ben alors le macaque, on fait une chute de tension, on veut une banane? Hein? Merci. Il compose donc la combinaison et peut s'échapper. Attends. Il compose le code sur un stream deck? Le tableau de contrôle pour streamer? C'est censé être une base militaire là, ça fait pas sérieux. Ils auraient pu au moins faire l'effort de retirer le logo du plan. Putain, le budget du film, il doit être vraiment flingué s'ils en sont là. Il a quand même coûté 10 millions. Euros? Oui. Eh bah dis donc. Ah, c'est tout? Donc, Jean-Marc s'échappe, c'est l'alerte générale, les figurants courent dans tous les sens et partent à sa recherche en bagnole. Jeff, toujours au volant de la GS Palace de son beau-papa, se fait couper la route par les fameux militaires et se fait contrôler par le lieutenant Alice, la chef de la bande. Comme ils ne trouvent rien, ils repartent bredouille de leur côté. Mais avant de reprendre la route, Jeff découvre sur sa banquette arrière Jean-Marc qui s'était caché là. Pète un coup, tu vas clignoter! Ah! Bah, reviens, Martine! Ouais, super. Elle est bonne. Si on ignore le jeu médiocre de Jeff Panaclock, le vrai problème de cette scène, c'est comment JM s'est retrouvé là. Alors oui, c'est cartoon, mais ça ne justifie pas la présence de la marionnette. Entre le moment où il sort de la base et ici, Jean-Marc est totalement absent de tous les plans, donc on ignore comment il s'est déplacé. Alors que si sur le plan des militaires qui sortent de la base, on avait placé la peluche sous la voiture, on aurait pu raccorder avec le plan où Alice descend du véhicule, et on aurait compris comment Jean-Marc s'est retrouvé dans la caisse de Jeff. Oh mais ta gueule, c'est magique. C'est un singe qui parle de toute façon.
Et c'est seulement lors du contrôle que l'on apprend enfin pourquoi Jeff doit faire un aller-retour en Auvergne. En fait, je me rends chez Nanouche, ma grand-mère, pour la convaincre de venir à mon mariage parce que je vais me marier. Donc j'ai attendu 10 minutes de film pour qu'on me dise que tout le but de cette histoire c'est que l'autre a bouqué à y voir sa grand-mère. Ils auraient pas pu nous le dire plus tôt? C'est censé être un plot twist? Visiblement les 10 millions, ils sont pas partis dans le script. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'il y a qu'une seule source. Mais non, pour le script, c'était qu'une petite enveloppe de 300 000. Euros? Ouais, mais attends, ils ont quand même filé le job au meilleur. Dave Cohen, il a quand même écrit Aladdin et Aladdin. Oh. Et Gamer aussi, avec Ariel Dombal. Et 118 318. Bon ouais, finalement ChatGPT c'est pas si mal en fait. Après avoir fait plus ample connaissance, Jean-Marc avale l'alliance de Jeff, le forçant donc à aider la peluche à échapper aux griffes de ses ravisseurs. De son côté, Alice a eu le temps de revenir à la base, faire une réunion de crise avec le colonel, découvrir que le singe est dans la voiture avec Jeff et repartir à sa poursuite. La base doit pas être trop loin. Alice attaque Jeff dans sa voiture en l'étranglant et la course-poursuite peut commencer. Et Jeff a l'air d'être sous son emprise même quand Alice ne le tient plus. Le reste de la course-poursuite est plutôt chiante, donc on va aller vite. Il s'échappe, arrive dans un match de paintball, lui se fait paintballer, rire, et Jeff et Jean-Marc vont se cacher dans un abattoir de poulet. Ils se font mettre en joue par les grands méchants, Jeff se fait soulever par le nez, mais Jean-Marc lui sauve la vie. Je l'avais dit que je reviendrais. Tu viens de me sauver la vie. C'est nul! Nos héros ne sont pas sortis d'affaire pour autant, puisqu'Alice a son arme pointée sur eux, et un employé de l'abattoir la renverse, et dans la panique, Jean-Marc se fait emporter par la machine et se fait pouletter. Hé, c'est pas possible, c'est quoi le truc avec la peluche? Je suis ventriloque. J'ai la ref. Après s'être enfui de l'abattoir, il remonte dans la voiture et Jean-Marc shoot accidentellement Jeff d'une flèche tranquillisante. C'est donc Jean-Marc qui conduit, ce qui interpelle le gendarme, joué par Pef. Ils arrêtent donc la voiture pour procéder au contrôle. La fliquette ne croit évidemment pas que la peluche conduisait. Jeff joue mal. C'est le doudou de mon neveu et Et ils sont repartis, cette fois-ci avec Jeff au volant, All-Star de Smash Mouth à la BO, ce qui a dû coûter excessivement cher pour 5 plans pas terribles. Et dans un cut mal amené, la voiture se retrouve dans un panneau publicitaire de la marque Panneau Publicitaire. Ils appellent une dépanneuse et pour éviter d'attirer les soupçons, déguisent Jean-Marc en Jean-Marc avec un foulard. Une fois arrivé au garage, ils font la connaissance de Sam, le love interest de Jeff, avec qui il va finir à la fin du film. Et ne criez pas au spoiler, hein, c'est tellement évident que ça en devient risible. Après quelques sous-entendus graveleux, Et je vais bien m'occuper de votre argent. Et du mien aussi? Quoi? Sam leur explique que la voiture ne sera pas réparée avant le générique. Du coup, pour tuer le temps, ils vont à la fête foraine du village. Mais les vilains pas beaux retrouvent leurs traces et les poursuivent à travers les manèges. Dans la cohue, ils se séparent. Jean-Marc se cache parmi les peluches du stand de tir et est gagné par un random gosse qui le ramène chez lui. Et là, attention les amis, mais il se trouve que l'enfant est un psychopathe en puissance qui veut disséquer ses peluches. Ça, on l'avait pas vu venir. Et 300 000 balles le script pour rappel. Il arrive finalement à s'enfuir de la maison en skateboard pour rejoindre Jeff, qui lui s'est fait capturer par les militaires. Mais les forains s'interposent car ils ont entendu plutôt le singe parler. Et ça ferait quand même une super attraction, une peluche qui parle à la foire du trône. Venez admirer Kiki, la chaussette à branlette vivante. Salut les copains! Bah achetez au moins une peluche, non? Jean-Marc arrive sur son skateboard à la rescousse de son nouveau meilleur pote, et les forains lui courent après... rectification, les forains font semblant de lui courir après. Sam, sur sa moto, embarque cette petite équipe de foufous et prend la direction de la gare. Elle découvre que Jean-Marc avec un foulard est en réalité Jean-Marc sans foulard. Elle les choque barre de baiser et au lieu de leur offrir un toit pour la nuit, les laisse dormir devant la gare de Cosne-sur-Loire. Et voilà, on y est. Sauf que c'est pas Cosne-sur-Loire, c'est Vaux-sur-Seine. Ils nous ont menti. Quoi, mais c'est tout? Bah, c'est dingue quand même, non? Attends, mais y a pas de blague, tu m'as amené là pour rien? Mais si, notre Sirius il fait ça aussi des fois. Et dans C'est pas sorcier. Le lendemain, Jean-Marc et Jeff prennent le train et arrivent à semer Alice sur le quai, qui avait retrouvé leurs traces. Après une séquence sexiste où le singe complimente le cul d'une inconnue, on apprend dans un flashback que Jean-Marc était la peluche du fils du colonel Moot, comme le prouve l'adresse écrite derrière son oreille. Et qu'un beau jour, le gamin l'a installé dans une machine, a fait joujou avec les boutons, et paf, Jean-Marc a pris vie. On a à peine le temps d'essuyer nos larmes d'émotion qu'Alice débarque dans les toilettes du train pour kidnapper le singe. Oui, mais j'ai une question. Comment elle a fait pour monter dans le train? Bah c'est pas expliqué. Et comment ils ont fait pour planter la voiture dans le panneau publicitaire? Les forains, ils ont juste abandonné la poursuite? Et Anne-Sophie, elle fait quoi pendant ce temps? Ah oui, dans le manoir, Anne-Sophie continue de préparer le mariage, mais son père fait venir Pierre Mathieu, l'ex d'Anso, dans le but qu'ils se remettent ensemble parce qu'il est riche. Pierre Mathieu essuie une succession d'échecs et de gags visuels en tout genre. C'est ni drôle ni important, donc on peut retourner à ce qui nous intéresse vraiment. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment péter avec ses mains.
N'hésitez pas à vous abonner. Non, ce qui nous intéresse dans le film. La bagarre continue entre Alice et Jean-Marc, elle amène la peluche jusqu'à l'arrière du train, compte jusqu'à 3 avant de se lancer dans le vide en jetant la marionnette en l'air, ce qui n'a aucun sens. Jeff, qui est monté sur le toit du train, récupère le singe au même moment. Alice est donc hors d'état de nuire et nos deux compagnons de route arrivent à destination chez la grand-mère de Jeff. Ça va pas être facile de la convaincre de m'accompagner au mariage. Tu sais, quand mes parents ont divorcé, c'est elle qui m'a élevé. Elle a tout fait pour que j'ai une belle vie. Je lui dois tout. Ah, t'es la première personne qui écoute mon histoire jusqu'au bout. Putain. Quelle journée. Ah ouais? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. La mamie de Jeff désapprouve le mariage et refuse de venir parce que pour elle, Anne-Sophie, elle est pas du même monde, c'est une sale riche. Les militaires retrouvent l'adresse de la grand-mère grâce aux informations qu'Anne-Sophie a données au colonel Moot. Il demande à Jean-Marc de se rendre sans faire d'histoire, ce qu'il va faire après avoir rendu la bague à Jeff. Jeff Panaclock appelle sa meuf pour lui gueuler dessus et lui dire que ça se fait pas de dire à l'armée où est caché ton futur mari en cavale recherché par les militaires. Il décide d'honorer le titre du film à 15 minutes de la fin en partant à la poursuite de Jean-Marc pour le sauver. Il se rend donc chez Lucas, le fils du colonel Moot, premier propriétaire de la peluche, pour lui demander son aide. Il accepte de l'aider et pour ce faire, ils ont un plan. Ils changeaient un faux Jean-Marc avec le vrai. Et ça marche. Il rend la bague au colonel Moot et plante son mariage pour aller voir Sam parce qu'elle est trop belle. Jeff l'embrasse mal, il s'est toujours pas joué après 1h30 de film et Anne-Sophie se marie avec son ex. Donc le jour du mariage, ils ont trouvé un remplaçant comme ça, sans prévenir personne? Ouais, c'est pas très clair, mais on n'est pas à une incohérence près. Par exemple, dans la séquence de la fête foraine, après avoir perdu la trace de Jean-Marc, les forains abandonnent purement et simplement la course-poursuite. Quoi, ils ont soudainement la flemme de récupérer la peluche qui va les rendre riches? Ça, dans une fête foraine, c'est la fortune assurée, t'as compris? Et à la fin du film, Lucas laisse sa peluche à Jeff. C'était censé être son meilleur ami, mais il l'abandonne sans aucun remords. En plus de ça, le film est bourré de problèmes visuels. Quand Jeff rencontre Lucas, Lucas bondit sur la droite de l'écran. Et tout de suite après, Jeff essaye de le trouver dans la tente. Il a pas débloqué la permanence des objets, Jeff? Si Lucas sort du cadre, il n'existe plus. Plus tôt dans le film, le duo se fait tirer dessus par Alice. Ils sortent de la voiture et se mettent à ramper vers la porte de l'abattoir. Mais quoi, on est censé gober qu'elle les a perdus de vue ici, dans ce terrain parfaitement dégagé? Et elle là, elle a des crocs. C'est une erreur, et je ne veux pas enfoncer le couteau dans la plaie, donc je vais prendre une machette, mais le jeu de Jeff est catastrophique. Quoi de mieux qu'une petite compile pour l'apprécier. Wow. C'est hyper malhonnête d'avaler les bagues des gens pour les obliger à faire un truc qu'ils veulent pas faire. Très drôle. What a story, Mark. Et même si Jeff avait été interprété par Brad Pitt, ce serait resté un mauvais film. Le script ne tient pas debout, le rythme est intenable, et l'humour, qui était la promesse de ce film, est vraiment pas terrible. Les blagues tombent souvent à plat, on est plus sur une succession de petits sketchs, et une surenchère de blagues sexistes. S'il existait un MeToo pour peluche, Jean-Marc serait le premier à tomber. On se prend une douche tout à l'heure, mais cette fois c'est toi qui ramasses le savon. Je trouve que je la déglingue. Allez! Bah alors bouffe les culs. Quoi? Non mais c'est quoi ce boule? Alors oui, c'est dans l'ADN des spectacles de Jeff d'avoir une peluche mignonne qui s'exprime vulgairement sur scène. Mais dans ce contexte, Jean-Marc étant un personnage à part entière, et bah ça le rend juste insupportable et bruyant. Pour un budget de 9,8 millions, dont 300 000 alloués au script, on était en droit d'en attendre plus. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que Jeff aurait touché 30 000 €, alors que le film porte son nom, qu'il en est la star, et qu'il joue les deux rôles principaux. Ah bah c'est vrai, elle nous a arnaqué. Et cerise sur le gâteau, il n'est intervenu ni dans le script, ni dans la réalisation. Ça sent le film de commande à plein nez. Ah non, ça c'est moi. Pardon. J'ai pété. Il n'est là que pour remplir un cahier des charges, surfant sur la popularité de Jeff. Il n'a pas d'âme et est réalisé avec un minimum d'effort, avec des scènes qui sont là que pour allonger la durée du film, afin de l'exploiter dans les salles de cinéma. Et pourtant, on l'aime bien, Pef, qui apparaît d'ailleurs 3 fois dans le film. Mais la seule réaction que j'ai eue, c'est... Oh, t'as vu, c'est Pef? Ah ouais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Par contre, il faut bien l'admettre, l'utilisation de la marionnette est bien pensée. Il y a eu un vrai travail de réflexion pour pouvoir l'intégrer et la faire réagir avec le décor et les personnages. Ils ont réussi à donner vie à Jean-Marc en utilisant des astuces de mise en scène intelligentes, sans ou avec peu d'effets numériques. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de making-of, ça aurait été intéressant de voir comment ils ont réussi à exploiter la peluche. Et de manière générale, il y a peu d'informations autour du film, notamment concernant le détail du budget. On n'a trouvé qu'un seul site qui en parlait. En conclusion, Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc, c'est vraiment pas terrible. Il se vend buddy movie sans en maîtriser les codes. Les scènes
sont longues, mal rythmées et les liens entre les personnages ne sont pas crédibles. Ils ont voulu raconter la rencontre entre le ventriloque et sa peluche, mais c'était une fausse bonne idée. Là où Ted explique dès le début du film que les gens se sont lassés du fait qu'un nounours est privé, Eventually, nobody gives a shit. ce qui renverse complètement le postulat de oh là là, une peluche qui parle, mais c'est quoi cette dinguerie, donnant au film une toute autre tournure puisque Ted ne vit pas dans le secret de son existence, mais essaye de s'intégrer au monde qui l'entoure. Ici, le seul concept, c'est que Jean-Marc est une peluche vivante. Et c'est tout. On le sait avant d'aller voir le film que la peluche va causer. Donc donnez-moi autre chose que des personnages qui surréagissent au fait que Jean-Marc soit vivant. Et bah toi au moins Kiki, on sait que t'es vivant. Oh putain, mais t'as fait comment? Bah avec mes pieds. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager, c'est très important. Si vous voulez contribuer à l'essor de la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit don sur Patreon ou Tipeee, les liens sont dans la description. Et mets un commentaire, mais positif uniquement, si tu veux pas avoir la mort de Kiki sur la conscience. Les gens qui s'abonnent pas, c'est des connards. Mais enfin Kiki, ça se dit pas. Maître des poupées, c'est moi qui tire les ficelles. Je corromps ton esprit et fracasse tes rêves. T'es rendu aveugle, tu n'y vois plus rien. Tu n'as qu'à m'appeler par mon nom, j'entendrai des cris. Maître, maître. Tu n'as qu'à m'appeler par mon nom, j'entendrai des cris. Maître, maître. Sinon, vous allez venir voir le 2 ? Éventuellement, enfin, faut voir.